Salut à tous, vous êtes sur la Gazette de l'Abîme et pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir sur la chaîne Vincent Verroust. Vincent Verroust, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le fondateur de la Société psychédélique française, la plus ancienne société en la matière à ma connaissance, qui produit des colloques, des interviews, des échanges, des rencontres sur la question, qui produit également une veille scientifique autour des avancées, autour de la question des psychédéliques. Et Vincent, j'en ai fait la découverte il y a quelques années, alors que comme tout le monde, je dévorais le fameux bouquin de Michael Pollan, Voyage aux confins de l'esprit. Et je me suis aperçu que c'était lui qui en avait écrit la préface. Et je me suis aussi aperçu que, en France, dès lors qu'il s'agissait d'écrire un bouquin ou de réaliser un documentaire ou de réaliser un reportage ou un article sur la question des psychédéliques, très souvent, on fait appel à Vincent parce que il a une grande expérience, il a une grande culture des psychédéliques, mais il a également une grande culture scientifique. Et c'est probablement cette double culture à la fois psychédélique et scientifique qui lui permettent d'être audible par les instances qui seraient susceptibles de changer le regard que l'on a sur ces molécules. C'est probablement grâce au genre de discours que tient Vincent que les instances gouvernementales, médicales, journalistiques, scientifiques seraient capables de changer le regard qu'elles portent sur ces molécules qui, à l'heure actuelle en France, continuent d'avoir relativement mauvaise presse. Et c'est donc avec un grand plaisir que je reçois aujourd'hui Vincent dans un échange à bâton rompu qu'on a décidé de fractionner en 2 épisodes pour qu'il soit un peu plus digeste, quoi. Donc vous avez devant vous le premier épisode et le deuxième devrait sortir dans les jours qui viennent. Si vous appréciez notre travail, comme d'hab, n'hésitez pas à le liker, le partager, le commenter, n'hésitez pas à vous abonner à la page de la Gazette de l'Abîme. On a aussi une page Tipeee et on vend également des NFT si vous souhaitez nous soutenir financièrement. Je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui ont participé à notre page Tipeee et qui nous ont acheté nos premiers NFT. Et puis, je tiens également à remercier du fond du cœur toutes les personnes qui ont participé à notre campagne Kickstarter pour créer notre première animation autour de l'expérience psychédélique. Les amis, vous ne savez pas à quel point ces participations nous touchent et à quel point elles nous motivent pour vous produire le meilleur résultat possible. Et puis voilà, sans transition, Vincent Verroust, la Gazette de l'Abîme, tout de suite. Donc, je vais commencer par dire mon âge. Vous vous laissez le calculer. Je suis né en 1977. Et quand j'étais au lycée dans les années 1990, il y a eu ce mouvement techno là qui s'est manifesté. Mais moi, je ne suis pas rentré dedans du tout. Et j'ai bien des amis qui me disaient « Ah, arrêtez avec votre musique pleine de guitare, venez avec nous le samedi soir, enfin, je sais pas quand d'ailleurs, dans les teufs techno, c'est tout. » Mais en fait, non, je n'y suis pas allé, en fait. J'avais la permission d'1h du matin, du dernier RER, et eux, leur fête, elle commençait à minuit, donc c'était mort. Et en plus, leur musique me déplaisait fortement, peut-être parce que j'étais pas dans les conditions pharmacologique de bien l'accepter. Bon, bref, passons. Donc, j'ai pas découvert les champignons, les acides. Et pourtant, en cours d'espagnol, je me rappelle très bien discuter avec une copine qui me racontait ses tripes d'acide. Ça me fascinait. Et aussi, ça me donnait pas spécialement envie parce qu'elle était un peu terrorisée. On était jeunes, hein. On avait 16-17 ans. Donc, voilà, j'ai pas découvert les substances comme ça du tout. En fait, j'ai découvert les substances bien plus tard, quand j'étais étudiant. Au Muséum national d'histoire naturelle, j'étudiais les sciences de l'environnement et l'anthropologie appliquée à la conservation de la nature. C'est ça qui me passionnait et qui me passionne toujours d'ailleurs. Et dans ce cadre-là, j'ai dû choisir un moment de faire un stage soit une semaine en forêt avec un groupe d'étudiants, soit une semaine au bord de la mer avec un autre groupe d'étudiants. Et en fait, moi j'ai choisi le groupe d'étudiants qui avait l'air le plus sympa. Et donc je suis allé étudier les écosystèmes marins. C'est comme ça que je me suis retrouvé à la station de biologie maritime du Muséum d'histoire naturelle à Dinard. Et c'est un endroit où un ancien directeur du muséum, qui s'appelait Roger Heim, se rendait dans les années 50, 60, pour travailler quand il en avait assez d'être à Paris. Il se trouve que ce professeur, Roger Heim, c'est le mycologue qui a accompagné les époux Wasson, donc les ethnologues américains, dans la découverte ou la redécouverte des champignons hallucinogènes du Mexique. Est-ce que ce sont bien eux qui se sont retrouvés à rencontrer Maria Sabina? Oui, oui. D'accord. Oui, oui. Alors apparemment, Richard Evans Schultes aurait rencontré aussi Maria Sabina dans les années 30. D'accord.
Mais c'est eux qui l'ont rendu célèbre. Donc, Oui. j'étais dans la station de biologie marine du muséum à Dinard. J'ai pris mes aises dans la bibliothèque scientifique, où j'aimais bien travailler, et j'aimais bien aussi farfouiller, ouvrir des tiroirs, regarder les bouquins qu'ils avaient. Et j'ai poussé une porte, et j'ai trouvé un vieux secrétaire, un vieux meuble, plein de poussière, dans lequel étaient remisés des cartons et des cartons de papier. Des publications scientifiques. Je fais, qu'est-ce que c'est que ça? Et là, je suis tombé, en fait, sur un volume extrêmement important de publications scientifiques sur les champignons hallucinogènes depuis leur redécouverte, quoi, en 1953, jusqu'à la fin des années 60. Et imaginez un étudiant qui tombe là-dessus, il fait, waouh, délire! Donc, j'ai commencé à lire ça. Incroyable. Et puis, ça raconte, en fait, toute l'histoire de la découverte des champignons, des premières auto-expérimentations, des expérimentations sur des malades, sur voilà, des extraits de revues de mycologie, mais qui se mettent à parler d'histoire de l'art, d'archéologie, de psychiatrie, de poésie. C'est vraiment sensationnel. Donc ça m'a passionné directement. Et à force de lire des comptes rendus d'auto-expérience, notamment par ce savant Roger Heim, qui donc a découvert les champignons, il a fait sa première expérience à 55 ans. Et c'est un monsieur, c'est pas du tout monsieur tout le monde, hein. C'est quelqu'un qui a eu une formation scientifique de haut niveau, qui a fait l'école centrale, qui s'exprime dans un français extrêmement pur et qui raconte ce que ça fait de manger pour sa première expérience 120 grammes de cubensis. Donc frais, hein, mais c'est quand même une bonne dose. Ouais, Donc oui, je lis ça, je fais incroyable, et donc c'est ça qui m'a donné envie d'essayer en fait. Et donc la passion était née déjà à travers la lecture de la littérature scientifique, mais à partir du moment où j'ai fait mes expériences sur moi-même, la passion s'est démultipliée, et c'est vraiment fascinant, quoi. Donc à l'époque, on pouvait acheter facilement aux Pays-Bas les champignons avec pied et chapeau. Et j'ai commencé avec des petites doses. J'ai vu ce que ça faisait. Donc la fois suivante, j'allais en prendre un petit peu plus. Et la fois suivante, un petit peu plus. Au bout d'un moment, j'ai ressenti le besoin d'arrêter de faire ça dans ma chambre et plutôt de m'installer en plein air. Donc j'allais dans la forêt. Je prenais le RER, j'allais marcher un peu dans la forêt, je me faisais un petit campement et je montais les doses. Et puis plus je prenais des doses importantes, plus se passait du temps entre deux expériences. Et puis au bout d'un moment, quand les yeux ouverts, je ne distinguais plus rien. Je crois que j'ai fait une bonne pause de quelques années avant de m'y remettre. Enfin, voilà comment j'ai découvert, en fait. Et à l'époque, je me rappelle, il n'y avait pas cette renaissance psychédélique du tout. Donc, j'ai dit ça, c'était vers 2003, 2004. D'accord. Et par la suite, oui, j'ai vu que ça commençait à bouillonner un peu en Angleterre. J'ai découvert la société psychédélique anglaise. Et voilà, de fil en aiguille, j'ai cherché des petits camarades avec qui fonder la société psychédélique française. Il y a eu Breaking Convention aussi. J'ai fait une Breaking... Donc ça, c'est une conférence scientifique en Angleterre où j'ai encore rencontré plein de gens et j'ai vu, waouh, qu'il se passait vraiment quelque chose. Et c'est ce qui m'a donné envie de fonder la Société psychédélique française à un moment où il y avait rien dans le paysage français, quoi. Donc voilà un peu ma petite histoire qui s'inscrit dans une grande histoire où on se retrouve tous. Et ça me fait d'autant plus plaisir de passer aujourd'hui à la Gazette de l'Abîme. Bah écoute, plaisir partagé. Plaisir partagé, surtout que je trouve que tu as une perception des choses qui est assez originale, bien que tu sois probablement une des personnes les plus actives autour de l'expérience psychédélique, notamment parce que je trouve que t'as pas l'air d'adhérer, on va dire, à toutes les figures auxquelles la plupart des gens adhèrent. Terence McKenna, je sais que t'as un petit peu tu gardes une certaine distance vis-à-vis de ce genre de choses, et je trouve que c'est assez rafraîchissant de garder des perspectives variées et vastes autour d'une même expérience. Et ça m'amène à une question qui est qu'est-ce que toi tu trouves dans cette expérience, en fait? Ah, moi personnellement, si tu devais en parler à quelqu'un qui sait pas du tout ce que c'est, en fait. je lui prendrais la tête pendant des heures. Voilà. Évidemment, comme de tous. Oui, exactement. Comme de tous, mais c'est ça, en fait, c'est amusant. En fait, oui, ça change. Plus que ce que je dis et comment je le présente change depuis le temps.
Je vais peut-être affiner ma manière de voir les choses. En tout cas, tu as dit beaucoup de choses. Je voudrais revenir sur le fait que tu m'as dit que j'étais très actif. C'est vrai que je suis actif, mais c'est aussi dans des sphères un peu invisibles, quoi. C'est vraiment essayer de persuader des psychiatres, des équipes de recherche de s'intéresser au sujet, quoi. Et De moins en parallèlement à moins, ça, quand même. On te voit dans de plus en plus de revues, de plus en plus oui, sur oui, oui, Internet. c'est vraiment, c'est Ouais. ça aussi, c'est vrai de faire d'aider les journalistes à traiter le sujet et d'avoir un peu une action de plaidoyer pour que les choses changent en France, à la fois au niveau des recherches thérapeutiques, que enfin ça reprenne, et peut-être au niveau politique, quoi, que on arrête de considérer les psychédéliques comme des stupéfiants, c'est-à-dire des substances qui rendent dépendants et qui sont dangereuses pour la santé. Donc oui, Mhm. une action de médiation scientifique et de plaidoyer. Mais ce n'était pas la question. Tu m'as demandé comment je présenterais les choses. Bah, ça dépend à qui je m'adresse. Qu'est-ce que tu y trouves? Qu'est-ce que toi tu y trouves en tant qu'individu? Qu'est-ce qui fait, selon le point de vue de quelqu'un qui est tellement investi, qu'est-ce qu'on y trouve de si Bon, valeureux, quoi? bah, j'y trouve beaucoup en vérité. D'abord, j'y ai trouvé quelque chose qui m'a guéri, quoi. Enfin, qui m'a soigné, qui m'a soulagé, qui m'a mis du baume au cœur. Euh, j'ai des souvenirs dans mes premières explorations, donc il y a des années de cela, bon, d'avoir vécu des euphories indescriptibles. Je pourrais peut-être décrire une expérience que j'ai eue un jour plus tard, si tu veux. Et Avec ce qui plaisir. m'a vraiment stupéfait, c'est de me sentir bien dans mes baskets le lendemain, le surlendemain, la semaine suivante, les mois suivants. Vraiment d'attribuer à des expériences extraordinaires cette sensation d'être content d'être là, en fait. D'avoir une joie de vivre, une qualité de vivre. Alors, je dis pas que ça m'est resté depuis, hein. J'ai connu des gros coups de blues et des passages à vide, voilà, comme beaucoup d'entre nous. Mais je sais que quand vraiment ça va pas, c'est le moment de se préparer à y retourner, quoi. Et à chaque fois, ça marche. Toi, tu privilégies les moments où ça va pas pour y aller, parce que c'est vrai que c'est l'axe principal de la renaissance psychédélique auprès du grand public. C'est un peu Ah non, cette idée Balthazar, en vérité, thérapeutique. c'est que depuis que je me suis lancé dans une thèse et depuis que j'ai eu des enfants, j'ai beaucoup moins de temps pour moi, en fait. Ouais, Et, ouais, je vois. et si j'avais plus de temps pour moi, j'en prendrais plus souvent. D'accord. Mais ça me prend du temps parce que je préfère les doses fortes, en vérité. Et j'ai appris à mes dépens, ou en tout cas, j'ai appris que la préparation psychologique, c'est extrêmement important. En fait, j'ai très bien le souvenir de voir ma vie ordinaire, normale, et puis hop, je vais à Fontainebleau. Oups, je me suis dénoncé. C'est la prescription. Si vous D'aller voyez prendre un des type dans champignons, un et coin, dans finalement, un campement à Fontainebleau, bah, méfiez-vous. c'est la plus belle forêt qui est à proximité de la région Mm. parisienne dans mon coin, quoi. Voilà, je prends le Si vous train. voyez Vincent, à ce moment-là, laissez-le tranquille. Non, mais je suis caché, vous pourrez pas me trouver. À moins de Ok. vouloir traverser les fougères et attraper des tiques, mon coin est secret. Mais bref, faire des trips absolument inintéressants, quoi. Peut-être si j'ai passé les semaines précédentes à glander sur YouTube, à regarder des clips de rap à la noix et tout, bah dans mon trip, vraiment, mais non, moi je veux voir les créatures divines, moi je veux voir les. Mais je me suis rendu compte que parce que j'avais nourri mon esprit de choses inintéressantes ou futiles ou vulgaires, bah j'avais un trip fait de choses vulgaires. Donc et inversement, quand je me suis passionné pour la musique soufie, la littérature soufie, les poésies soufis du XVIe siècle. Ou, encore aujourd'hui, si j'ouvre un de ces bouquins, je comprends plus rien. Je trouve ça abstrait, voire un peu chiant. Mais il y a eu des moments dans ma vie où j'étais là, waouh, trop bien. Et j'étais vraiment à fond dedans. Là, je faisais des trips vraiment merveilleux, mystiques, avec cette sensation de vivre un instant sacré et d'être en quelque sorte remercié d'avoir porté mon attention sur des sujets, disons, plus spirituels. Là, le trip était d'autant plus délicieux et utile en tout cas. Donc, la préparation, pour moi, c'est hyper important.
Ça m'évoque, ce que tu racontes m'évoque un de mes derniers trips au cours duquel j'ai écouté une musique qui normalement m'aurait fait chier dans des dimensions pas possibles, qui était Miserere, Allegri? qui est une cantate. Comment? Allegri? Je crois, je sais plus. Bon, bref, c'est une cantate religieuse qui est extrêmement sobre avant de se déployer d'une façon que j'ai perçue, mais complètement différemment, justement parce que j'avais donné mon attention à quelque chose qui s'associait dans ma tête jusqu'ici à la messe du dimanche, un peu rébarbative, etc., à laquelle je suis allé relativement peu dans ma vie, je Alors, dois un le dire, jour, j'ai mais assisté qui à une s'est messe de... révélé. Je suis pas catholique, hein. Je précise que je ne suis pas catholique. Que ce soit clair. Mm. Mais j'étais pour une messe de Pentecôte sous champignons au Mont-Saint-Michel un jour. Wow. J'étais avec un copain et il a dit ah, je sors d'ici. Quand ils ont commencé à parler du péché originel, il a fait non mais ça c'est pas pour moi. Et puis c'est un moment où l'Église prie pour que l'Esprit Saint descende sur elle. Donc tout le monde avait Ouais. les bras en l'air comme ça. Waouh. Et moi j'aime bien, tu vois, j'ai aussi un peu une formation d'ethnologue, donc observation participante. Je me mets avec les gens pour voir si l'Esprit Saint descend vraiment. Et effectivement, il y avait des coulées de lumière verte qui descendaient. J'étais waouh. Donc la messe, Ah, il y mais a sous certaines conditions. Mais attention, hein, je ne suis pas catholique et j'encourage personne à... Mais ça m'amène à une question que j'avais pas l'intention de te poser, mais qui m'est revenue à un certain nombre de reprises, en fait, par rapport à ces expériences-là. Il y a pas mal de gens qui voient dans la religion, à la suite de leur expérience psychédélique, ça c'est vraiment enfin, un constat personnel dont je te fais part, hein, c'est pas du tout une étude ou quoi que ce soit, Mhm. mais j'interagis souvent avec des gens qui voient dans la religion, a posteriori de l'expérience psychédélique, comme si la religion était une privatisation de l'expérience psychédélique. Comme si on retrouvait dans la jeunesse de chacune d'entre elles quelque chose qui était accessible lors de ce genre d'expérience. D'ailleurs, il y a souvent cette espèce de complexe un peu messianique que tu as peut-être déjà vu toi aussi chez les Oui. expérimentateurs à leur première expérience où ils ont tout compris, où ils ont vu une lumière et là ils ont envie de la raconter à tout le monde et c'est là où c'est important d'avoir souvent des gens pour te cadrer un petit peu. Mais je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Bah, en fait, j'ai envie de réagir quasiment à chaque mot que tu dis. Euh, Par exemple, tu as parlé du mot Genèse. La Genèse, c'est un texte biblique. C'est un texte. Que dit la Genèse à un moment? Il y a un arbre de la connaissance, une plante de la connaissance, avec un serpent. Et bah oui, oui, moi j'ai souvent vu des serpents. Bon, bref. Dans la Genèse, quand ils mangent de l'arbre de la connaissance, enfin le serpent dit, si jamais on mange de l'arbre de la connaissance, vos yeux s'ouvriront, vous deviendrez comme des dieux et vous connaîtrez le bien et le mal. Et à partir du moment où ils mangent de l'arbre de la connaissance, ils sont chassés de l'endroit où ils sont, ils changent de monde en fait. Une plante qui fait que les yeux s'ouvrent, peut-être quand on a les yeux ouverts, soit c'est des pupilles très dilatées, soit on voit plus de choses que ce qu'on voit normalement, et ça permet de changer de monde, de passer d'un monde à l'autre. Bon, c'est un peu une tarte à la crème, quoi, mais est-ce que c'est pas un avatar d'un mythe qui raconte qu'il y a des plantes, quand on les prend, on change de monde, quoi. C'est vrai que dans la Bible, Adam et Ève sont chassés du paradis, mais dans d'autres mythologies qui reprennent cette histoire, notamment j'avais lu ça dans le livret d'un CD de musique kurde d'une petite vallée en Iran, la vallée de Hauraman, où ils ont aussi un mythe où voilà, Adam et Ève mangent. Alors cette fois c'était un grain d'orge, je crois, mais ils changent de monde, ils passent du paradis au monde ordinaire, mais ils sont pas chassés pour autant. C'est fait juste partie de l'ordre des choses. Donc il n'y a pas cette notion de fallait pas le faire. Donc peut-être à l'origine, enfin, ça me paraît quand même très probable que cette histoire d'arbre de la connaissance, de plante de la connaissance, ça correspond à une plante ou un champignon psychédélique, quoi. Mais bon, bref, soit ta question c'était par rapport à se tourner, enfin avoir un autre regard sur la religion après avoir connu l'expérience psychédélique et de voir est-ce que c'est pas une privatisation, je sais pas comment t'as dit, mais
En tout cas, Ouais, une privatisation, comme si en fait il y avait eu, je sais pas, un accès à une expérience psychédélique qui ensuite avait été fortifié un peu, on avait structuré tout un arc narratif autour et en interdisant l'accès à ces expériences-là. Je pose la question notamment parce que moi, j'avais vu un certain nombre de vidéos d'un prêtre qui agit sur YouTube. Et j'avais posé des questions et j'avais essayé d'établir des parallèles entre ce qui était dit dans la Bible et ce que j'avais ressenti dans mes expériences psychédéliques. Et systématiquement, il m'a censuré, il a effacé tout ce que j'ai écrit. Il voulait pas en parler avec moi. Mais du coup, ouais, bah, c'est intéressant. C'est un sujet que je trouve intéressant bah, autour de... les religions, en tout cas, bon, on peut pas faire le tour de toutes les manières qu'ont les humains d'être en rapport avec le sacré, hein, parce qu'il y a une grosse diversité culturelle sur la planète, mais dans celles qui nous sont relativement accessibles. Le christianisme, l'islam, le judaïsme, le bouddhisme, en fait, il y a à chaque fois au moins une personne qui a une expérience extraordinaire, ou une personne marquante, quoi, qui se réclame de Dieu, en fait. Les prophètes, ou les messies. Donc ces gens-là ont eu des expériences extraordinaires. Alors, est-ce qu'elles étaient dues à l'absorption de psychédéliques? Bon, c'est pas sûr, on ne saura jamais, parce qu'on peut aussi avoir des expériences extraordinaires sans substance. Mais ces grands courants religieux sont effectivement fondés autour d'un personnage, quoi, que ce soit Jésus, ou Moïse, ou Mohamed, ou Bouddha. Bon, grâce aux psychédéliques, chacun, sous réserve qu'il crée les conditions appropriées, peut vivre des expériences extraordinaires et voilà, se dire, moi aussi, je peux rivaliser avec un prophète, quoi. Donc là, peut-être je blasphème Ouais. et j'exagère un petit peu, mais Écoute, les gens prendront le soin de se censurer en taper voilà, donc dessus, pour enfin, dire, en regardant la vidéo, voilà, on dit ce je qu'on veut, hein. voudrais, pour t'éviter de faire de trop d'editing, je vais reformuler ce que j'ai dit, mais c'est que prendre un psychédélique pour essayer d'explorer ou de s'élever spirituellement, c'est plus efficace que de gober une hostie, par exemple, euh, je pense. Ou, bon, bref, voilà, enfin, on a accès très facilement, si on sait s'y prendre, et c'est pas si difficile, à des expériences qu'on va ressentir comme sacrées, en fait. Ah, Ouais. bon, Ok. je n'apprends rien Ça me à semble personne, je acceptable. pense, par rapport au public de la Gazette de la Ville, quoi. J'enfonce un peu Ouais. des portes ouvertes. Non, mais au moins déjà on prend moins de risques vis-à-vis des gens qui sont attachés à leurs croyances, donc c'est déjà bien. Moi, je voudrais te poser une autre question, puisque, comme on le disait un peu au début de vidéo, l'un des axes principaux du retour, mais d'ailleurs, ça fait un petit peu écho à ce qu'on est en train de se dire, l'un des axes principaux du retour en grâce un petit peu de l'expérience psychédélique, la mode qu'il peut y avoir autour en ce moment, ça relève un petit peu du caractère thérapeutique de ces expériences qui permettent de se défaire de ces addictions, de ces comportements destructeurs, dépressifs, etc. Mais moi, j'ai le sentiment, dans ma propre expérience et au contact de toutes les personnes qui s'intéressent à ces choses-là, que ça va quand même au-delà du simple fait de se faire une thalassothérapie mentale, quoi. Enfin, j'ai l'impression que on va plus loin. Moi, j'ai l'impression qu'on... Bah oui, il y a un instant, on parlait de religion, quoi, et de sens du sacré. Ouais, Et donc ça va plus loin que de se sentir mieux comme si on prenait un médicament. Et justement, je regrettais que tu embrayes déjà sur un autre thème, mais, parce que j'avais autre chose à dire, mais je peux lier les deux. Je pense par rapport à d'autres figures plus... Bon, bref, ce que je veux dire, c'est que la mescaline a été assez étudiée en Europe, notamment dans la première moitié du XXe siècle. Et il y a eu des expériences qui ont été menées par un médecin qui s'appelait Johannes Bressler, un médecin allemand en Silésie, un médecin méchant qui allait adhérer au parti nazi et qui a donné de la mescaline à des gens, donc des gens a priori, c'était des gens qui acceptent d'essayer des médicaments pour gagner un peu d'argent. Il leur a donné de la mhm, mescaline. Et il ne leur a rien dit sur ce que ça allait leur faire. Et après, il note ce qu'il raconte. Et un certain nombre de ces personnes ont eu des expériences de type religieuse, avec des visions de la Vierge Marie dans son grand manteau bleu, et avec vraiment ouais, des visions religieuses, alors qu'ils ne savaient rien de l'usage religieux du peyote chez les Amérindiens, par exemple. Euh, donc, avec des doses suffisamment fortes, le thème
du sacré, du religieux, semble s'imposer, me semble-t-il. Donc oui, pour répondre à la question juste que tu posais, ça va plus loin que le thérapeutique. Oui, ça touche à d'autres sphères de l'expérience humaine qui ont à voir avec la relation au sacré, avec la religion, avec la spiritualité, le mysticisme. Oui, donc ça va plus loin que le thérapeutique, bien sûr. Et c'est d'ailleurs peut-être un peu embarrassant, quoi, si on commence à soigner les gens avec ça et qu'il faut arriver à cadrer, en fait, ces sentiments extraordinaires d'une façon, selon moi, laïque, quoi. Il faut pas expliquer aux gens, il faut croire comme ci, croire comme ça. Voilà ce qu'il faut faire de l'expérience sacrée, en fait. Il faut réussir à la domestiquer d'une manière raisonnable, non dogmatique. Ça, c'est un sacré défi, il Ouais. me semble. Ah, parce que qu'est-ce qu'on en fait de cette expérience mystique, en fait, dans un monde qui lui laisse quand même assez peu de place, selon toi, selon ton expérience, Euh, où est-ce qu'elle nous emmène? Est-ce qu'elle est valable, déjà? Bah, la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Et là, je me parle aussi pour me faire des reproches à moi-même, hein. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est des actes, en fait. Si, quand on a l'impression de rencontrer Dieu ou de connaître une réalité ultime et sacrée, si ça se traduit pas en actes dans la vie quotidienne, ça ne sert absolument à rien. Donc, Mhm. qu'est-ce qu'on en retire? Certainement, peut-être revenir, peut-être en étant une meilleure personne. J'ai cet espoir. Qui peut être douché par des contre-exemples, comme un certain Type Charles Manson, type Charles par exemple. Manson, ou voilà, Ouais, exactement. Mais si on a l'impression ouais. de comprendre le sens du mot Dieu si tu reviens et que c'est comme avant, moi je ne serais pas convaincu. Vraiment. J'ai plus de respect pour les militants de Utopia 56 ou les gens qui sont en Méditerranée, qui sont en train de sauver les migrants qui se noient, enfin les migrants, pardon, les réfugiés, les gens qui sont vraiment en train d'aider leurs prochains ou qui ne gronderont jamais leurs enfants et qui seront vraiment des sources d'amour. J'ai plus d'admiration pour ces gens-là que pour des psychonautes lambda. Oui, on a un peu l'impression que ça nous met sur un chemin, en fait, qu'après on est libre ou pas d'emprunter, mais qui essaye de, je sais pas, restituer une espèce de connectivité qu'on aurait un petit peu perdu, que ce soit sur le plan de la créativité, sur le plan de la spiritualité, sur le plan de la relation qu'on peut entretenir avec soi-même, avec les autres, avec la communauté, quoi. Moi, j'ai souvent l'impression que c'est comme si, en fait, on se soignait comme comme, comme une cellule potentiellement malade d'une société et qu'en fait en faisant ce travail-là, en fait on arrivait un peu à voir ce qui marchait pas en nous, tu vois, et ce qui faisait de nous une maille du chaînon un peu plus viable, un peu plus fonctionnelle à partir du moment où on donne un cachet à cette expérience-là et qu'on essaye d'en faire quelque chose activement dans le monde, quoi. À qui tu veux donner un cachet? J'ai pas bien compris. Non, non, À à l'expérience. l'expérience. Non, quand on donne du cachet à l'expérience, Ah, quand on lui reconnaît une certaine légitimité, si tu veux. bah, J'ai l'impression que à partir de là, et c'est là où le côté thérapeutique revient en place. On se dit, ok, j'ai eu telle ou telle attitude de colère, de destruction envers moi-même ou de mon entourage, et en fait, ça a mis en lumière un certain nombre de choses sur lesquelles j'ai merdé et que je vais essayer d'arranger, quoi. Alors, ça veut pas dire qu'on devient immédiatement des méditants véganes qui passons nos journées dans la mer Méditerranée à essayer de sauver les gens qui doivent l'être, mais au moins on essaye d'assainir un peu le rapport qu'on a au monde et à soi-même. regarde, dans le meilleur des cas, ça fait ça, oui, oui. Mais Ouais. quels sont les paramètres qui font que cette expérience provoque des transformations positives? C'est ça, à mon avis, qui est intéressant, parce que tout à l'heure, tu parlais de Charles Manson. On sait bien que, enfin, on sait bien, non, c'est pas si connu. Quand on vit ces expériences, c'est pas pour autant qu'on devient une meilleure personne. Je ne crois pas, hein. Ça dépend d'autre chose. Si on est dans un cadre culturel qui favorise ça, oui, ça peut certainement bien marcher. Mais dans d'autres cas, non. Euh,
c'est intéressant, hein. Ce serait de C'est toute quoi la façon trop meilleure simple. manière de faire selon toi? Pardon? C'est quoi la meilleure manière d'approcher ça selon toi, d'approcher ces Oh, j'ai pas la expériences? prétention de détenir. Selon toi. Bon, je peux parler pour moi. Après, pour les autres, ça dépend. Moi, j'aime bien être seul déjà. Alors, évidemment, ça Ouais. va un petit peu à l'encontre de tout ce qu'on entend. Moi, j'aime bien faire ça seul. J'aime pas trop faire ça en groupe parce que je préfère vraiment avoir cette possibilité d'être concentré sur ce qui se passe en moi-même et de pas trop être perturbé par une conversation, être attentif à comment va mon voisin, ma voisine. Voilà. Ce qui est peut-être un peu Mhm. égoïste, hein, mais en tout cas, moi, j'aime bien faire ça seul, à forte dose. Après, si quelqu'un me demande quelle est la meilleure manière de le faire, effectivement, si c'est une personne complètement novice, j'aurais envie de lui dire, assure-toi d'être supervisé par quelqu'un qui s'y connaît, quoi. Et c'est vrai que ça, j'ai beaucoup appris aussi en lisant le livre de Jim Fadiman, The Psychedelic Explorer's Guide, qui est un peu pour moi la première lecture qui a mis à ce point en avant l'importance d'avoir un trip-sitter, qui soit sobre d'ailleurs. Oui, c'est vrai, ces arguments s'entendent très bien. Bon, moi, je me suis débrouillé tout seul, en m'initiant tout seul, en montant les doses et en explorant étape par étape, donc j'ai pas spécialement eu besoin de trip-sitter. J'ai quand même fait 2 retraites avec la Société psychédélique anglaise il y a longtemps, hein. C'était bien avant. Bon, bref. Et là, c'était en groupe. 2021. Voilà, non, c'était il y a un certain temps. J'aurais plus quand. Mais et oui, c'est là, comme ils nous ont mis la musique qui passe à l'Impérial Collège de Londres pour soigner la dépression, qui est une musique vraiment par moments déprimante, paradoxalement, où vraiment c'était incroyablement triste et poignant, et vraiment j'étais mal, j'avais un chagrin profond, et je me suis plaint d'ailleurs à Tripsitter, je me dis, mais vous êtes fou quoi, pourquoi vous mettez une musique aussi triste? Et là j'étais content d'avoir une tripsiteuse qui est venue me faire un câlin, un petit massage du crâne, me dire 2 mots pour me rassurer, et ça m'a permis oui, de passer ce moment difficile. J'étais bien content qu'il soit là, ou à d'autres moments qu'il m'amène à boire, ou un petit tanka, sans que j'ai abusé le petit doigt, ce qui m'a permis voilà, de profiter vraiment de l'expérience, qui était vraiment très très forte. Donc c'est bien aussi d'avoir un trip-sitter. Et ça peut être bien aussi d'être en groupe. Enfin, ça dépend des fois, ça dépend des gens. Moi, je crois qu'il n'y a pas une règle générale qu'il faut absolument suivre, quoi. Il y a des choses à ne pas faire, c'est sûr, mais après, ça apprend quand même le goût de la liberté intellectuelle aussi, quoi, hein. Ah non, J'aime- je suis assez d'accord avec toi parce que pour en ce qui me concerne, mon goût va plutôt vers le groupe Mhm, et j'apprécie également quand les trip-sitters ne sont pas complètement sobres. mhm. Dans le sens où j'ai l'impression que la sobriété totale, en fait, agit comme une espèce de marqueur, de ligne blanche entre ceux qui sont là et ceux qui sont dans un autre espace, alors que un microdosage, je trouve, au moins, permet une certaine Oui, porosité. bon, on a tous une définition de la sobriété. Oui, voilà. Non, mais bien sûr, mais en tout cas, et puis j'ai trouvé aussi qu'il y avait cette chose que j'ai trouvée extraordinaire, notamment dans ma dernière expérience de groupe, où d'un coup les masques tombent. Euh, les gens arrivent comme ça, pour ceux qui font leur première expérience, ou même pas d'ailleurs, en fait, ils sont un peu côte à côte, chacun respecte son espace, etc. Puis à un moment, il y a quelqu'un qui se met à rire, un autre qui se met à pleurer, des gens qui se mettent à communiquer d'une façon complètement inédite, et je trouve que ça dit tellement, que ça participe tellement du fait que ça en dit tellement sur l'âme humaine, d'une certaine façon, enfin en tout cas les comportements humains. Il y a quelque chose que j'ai trouvé vraiment très enrichissant et qui me semble pas d'ailleurs en contradiction avec le fait de pratiquer seul. En fait, j'ai l'impression que Mhm. chaque manière de faire permet d'accéder à des pans d'informations bien spécifiques en fait, et que même chaque groupe va créer quelque chose de très très différent et voilà donc. Je serais un peu comme toi à dire qu'il n'y a pas vraiment de manière de faire. Et si un jour on arrivait à une forme de légalisation, euh, euh, est-ce qu'il faudrait créer un protocole strict comme ça avait l'air d'être de s'envisager dans les endroits qui sont un peu plus avancés qu'en France, quoi. Bon, non, regarde aux Pays-Bas. Tu peux acheter tes truffes et après, tu fais ce que tu veux avec, hein. Mhm.
Moi, je trouve ça. Est-ce qu'on sait d'ailleurs où on en est, sans partir sur le Pays-Bas, en France, est-ce que de là où tu te trouves, est-ce que tu as des informations à nous donner sur où est-ce qu'on en est avec les substances psychédéliques en Je France? peux parler de projets d'essais cliniques, oui. Il y a, il y a un projet d'administrer du LSD à des personnes alcooliques qui a obtenu des financements publics. C'est pas mal ça. Il y a la firme Compass, donc c'est une firme pharmaceutique qui a breveté un procédé de synthèse de la psilocybine, qui passait un accord avec l'hôpital Sainte-Anne pour que ce soit un des sites de leur étude multicentrique sur la psilocybine contre la dépression. Et ils ont pris contact aussi avec un certain nombre d'hôpitaux en France pour voir s'ils ne veulent pas être candidats à leur étude. Il y a à l'hôpital Paul Brousse des projets d'utilisation de la psilocybine contre le tabagisme qui ont été soumis à l'Agence nationale de la recherche. Donc il y a des équipes françaises qui souhaitent et qui vont lancer des essais cliniques avec la psilocybine et le LSD. C'est génial ça. On sait Breaking quand news. est-ce que ça va avoir lieu? Euh, ça, pour certaines, ça pourrait commencer dès le mois d'août, mais bon, c'est dans les années qui viennent, là. En fait, ça paraît inévitable et il y a pas de raison que ça ne se produise pas. Voilà. Et toi, tu penses qu'avec la structure actuelle, le point de vue actuel du gouvernement sur ce genre d'expérience, on pourrait voir les choses bouger dans le bon sens dans les années qui Alors, viennent? pour qu'il y ait des essais cliniques, oui, j'en suis persuadé, c'est sûr. Après, le problème, c'est la politique publique sur les drogues en général. Notre politique publique sur les drogues est absurde. Mais pour revenir aux essais cliniques, c'est pas interdit de faire des expérimentations avec des substances classées stupéfiantes. La loi française ne l'interdit pas. La Convention des Nations Unies que la France a ratifiée, signée et ratifiée sur le sujet ne l'interdit pas. Il faut juste qu'il y ait des équipes qui décident de remplir des dossiers, de faire des papiers, de demander les autorisations. Enfin, c'est juste des étapes, quoi. Mais en théorie, ce n'est pas interdit de faire un essai clinique avec du LSD en France. C'est D'accord, possible. Il faut d'accord. juste le Ok. demander. Voilà. Notamment à l'Agence nationale de la santé du médicament. Enfin, ANSM. Si je dis pas de bêtises, les derniers essais remontent aux années 60 et ça avait été catastrophique en France. Bon, moi, je connais mieux la situation de la psilocybine. Catastrophique, non, mais ça n'a pas très bien marché en France, les essais cliniques avec la psilocybine, parce que on a donné des doses faibles, qu'on n'a pas du tout fait attention à l'environnement, la préparation des patients, enfin le set et le setting, enfin dose trop faible, set et setting pas pris en compte, donc globalement nul. Donc ça n'a pas très bien marché. Pas loin sur mon bureau, je dois avoir, ou c'est derrière moi, là, une thèse de médecine soutenue en 1960 sur la psilocybine en psychiatrie. Il faudrait que je la retrouve d'ailleurs. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'ils envisageaient plus la psilocybine comme un outil de diagnostic. En exacerbant le tableau clinique, on allait peut-être mieux comprendre quelle était la pathologie dont souffrait le patient, que comme un outil thérapeutique. Tiens, bah, il a telle maladie, on va le soigner. Donc voilà, ça n'a pas très très bien marché. En même temps, Ron Poulenc avait découvert la chlorpromazine, donc un neuroleptique, qui a été commercialisé sous le nom de Largactil, donc un médicament à large action. Donc c'était très simple à utiliser. Tout le monde sous neuroleptique, et voilà. Tandis que les psychédéliques, pour que ça fonctionne, c'est vraiment un art. Bon, la médecine est censée être un art, hein, mais c'est quand même beaucoup plus exigeant, quoi. De réussir, de faire réussir à quelqu'un une expérience avec la psilocybine ou le LSD. Il faut le mettre en condition, il faut créer les conditions. Enfin voilà, tout ce que vous savez, quoi. Est-ce que tu sais si ces prochains essais prendront en compte, par exemple, le set and Ah setting bah, c'est obligé, aujourd'hui, c'est bon, ils ont compris, quoi. ils vont arrêter le néon blanc sur fond blanc avec les gens qui passent Je devant. l'espère, mais bon, en fait, ils ont compris, je dis ça. Il faudrait voir comment est administrée la kétamine dans le traitement de la dépression en France, par exemple. Ouais, d'accord. Voilà, je crois pas que ce soit encore idéal comme setting.
J'ai très peu d'informations là-dessus, d'ailleurs, sur la manière dont on procède avec la kétamine. Tu pourrais nous en dire plus? Non, non, c'est pas mon vrai rayon et je voudrais pas me fâcher. D'accord, d'accord. Ne nous fâchons pas. Ne Diplomatiquement nous... parlant, voilà. Mais non, je crois pas qu'il y ait le même setting qu'à l'Imperial College de Londres où ils ont mis des plantes, et de la musique, voilà, un canapé, des coussins. Non, il n'y a pas encore une salle de trip pour la kétamine en Hmm, France, à l'heure où je parle en tout d'accord, cas. ok. Ok. Déjà que les salles de shoot, ça passe moyen, alors les salles de tri, ouais, enfin, Oui, c'est ça. ça paraît difficile. Notre politique publique sur les drogues est nulle. Il faut que ça change. Hein. Je ne sais pas si le président de la République regarde la Gazette de l'Abîme, ou peut-être ses Il devrait. conseillers, ou peut-être les gens qui surveillent ce qu'on est en train de dire. Bonjour. Il faut faire remonter Ce qui est l'information. possible, ce qui est... On veut le bien commun en fait. Hein. On veut que tout se passe bien pour tout le monde. Et la politique publique en matière de drogue est nullissime. C'est évident qu'il faut des salles de shoot et qu'on distribue gratuitement l'héroïne et qu'on ait des assistants, des assistantes et des assistants sociaux pour aider les gens. En fait, là, je vais citer Ben Sessa. Vous voyez, Ben Sessa, c'est ce psychiatre anglais qui fait des essais avec la MDMA, notamment pour soigner les alcooliques. Et lui, enfin, j'ai vu quelques conférences ou cours qu'il a donnés, et il précise souvent qu'il y a plus de liens entre maltraitance infantile et toxicomanie à l'âge adulte qu'entre obésité et diabète. Et en fait, les gens qu'on pourchasse, qui sont des polytoxicomanes, qu'on persécute en fait, c'est des anciens enfants battus, des anciens enfants violés, c'est des anciens enfants malheureux, maltraités. Donc cette politique qui veut qu'on pourchasse le méchant toxicomane, qu'on le mette en prison, parce que la loi prévoit hein, que si tu as si t'as des drogues dans la poche, tu peux faire de la prison, avoir des grosses amendes. Non, non, il y a beaucoup de gens pour qui c'est de l'automédication, parce qu'il y a une souffrance, il y a quelque chose à soigner. Donc on manque vraiment de compassion, d'intelligence même, et d'avoir mis toutes les substances dans le même sac, c'est quand même une erreur Ouais, c'est grossière. vrai c'est vrai que c'est un sujet nourri de paradoxes à tous les points de vue. Comment ça se fait que l'alcool, qui soit quand même clairement plus destructeur qu'un certain nombre de drogues, soit tellement porté au nu culturellement. Enfin, moi, la question que je me pose souvent, c'est tiens, bah, d'ailleurs, ce sera la question que je voudrais te poser à toi par rapport à la question de l'illégalité. Souvent, tu sais, il y a cette idée un peu Terence McKennienne qui consiste à dire que les psychédéliques sont interdits parce que ça empêcherait les individus, enfin, ce serait des substances qui empêcheraient le gouvernement de maintenir les rênes qui contrôleraient les individus de la façon dont on serait contrôlé aujourd'hui, jusqu'à probablement des points de vue un peu plus mesurés. Qu'est-ce que ce serait ton explication à toi, en fait, pour cette bêtise, en fait, et pour ces interdictions, et pour le fait de mettre dans le même sac des substances qui n'ont rien à voir les unes avec les Oui, autres, ça quoi. part d'abord de l'ignorance. Euh, les psychédéliques sont interdits aujourd'hui parce que les gens qui les ont interdits étaient ignorants et ne savaient pas de quoi ils parlaient. Et cette interdiction perdure parce que, oui, à cause de l'ignorance en fait. Donc, grâce à la médiatisation du sujet, grâce aux sciences grâce aux essais cliniques, à la science qui progresse et au fait que il y a une grosse médiation sur le sujet, hein, avec l'ouvrage de Pollan dont tu as parlé, Fantastica de Stéphanie Chaillet, la Gazette de la Bible. Excellent bouquin, d'ailleurs, aussi. Oui, 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 voilà, on en parle de plus en plus, c'est dans les magazines. Voilà, donc la perception culturelle autour de ces expériences change. Mais à l'origine, la première fois que ça a été interdit, c'est en 1620, si ma mémoire est bonne, par le pouvoir colonial au Mexique, donc les Espagnols, qui ont interdit l'usage, enfin qui ont interdit la divination par les plantes et les champignons. Donc voilà, c'était réglé, c'est diabolique, et donc c'est des raisons, disons, idéologiques, culturelles, quoi. Donc, ensuite,
aux États-Unis. C'est-à-dire que les mecs ont débarqué chez des gens, ils leur ont dit ce que vous faites, c'est interdit. Ah bah oui, et puis il faut dire qu'ils ont vu à quel point ils étaient différents. Hein, quand Ouais, bah ils ouais. ont découvert l'Empire aztèque, avec les sacrifices humains au haut des pyramides, le sang qui coule le long des marches. De toute façon, c'était une expérience de l'altérité hyper forte pour les Espagnols de découvrir les peuples amérindiens, quoi. Ils, Non, on peut ils imaginer, se oui. sont demandé s'ils avaient une âme. Voilà, ils ont découvert des sociétés extrêmement différentes, quoi, avec des pratiques différentes. Et bon, ils se sont installés, ils ont vécu là, voilà. Et ça a été colonisé. Et il y avait ces pratiques divinatoires avec les champignons et on pourchassait. Les gens qui avaient, on interdisait, l'Inquisition avait interdit la divination par les plantes et par les champignons. Il y a un webinaire sur la chaîne YouTube de la Société psychédélique française sur justement l'Inquisition, le peyote, par Alessandro Stella, qui est un historien de la HESS. Si le sujet vous intéresse, Mhm. vous pouvez Bon, on le mettra approfondir. en description de la vidéo. Si, voilà, c'est Pour gentil. tous ceux que ça Mais intéresse. bref, donc c'est le premier édit qui interdisait cela. Ensuite, aux États-Unis, quand il y a eu cet engouement autour du LSD, et c'était dans le contexte de la guerre du Vietnam, de la vague hippie, des mouvements contestataires, pacifistes, et les conservateurs au pouvoir. Donc là, en l'occurrence, Ronald Reagan, gouverneur de Californie, s'est inquiété de cette consommation de LSD qui nourrissait voilà, la vague hippie, les fugueurs et tout ça. Donc oui, ils ont interdit ça. D'abord en 66. Au même moment, en France, il y a eu des campagne de désinformation dans la presse. Il faudrait que vous invitiez Zoé Dubus à la Gazette de l'Abîme une prochaine fois, peut-être. Qui pourra J'aimerais bien. vous J'aimerais parler bien. de panique morale en France à la suite d'articles publiés dans Le Monde qui s'appellent Les poisons de l'esprit pour expliquer que le LSD c'est très 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 dangereux. Et voilà, puis on faisait aussi un peu la chasse au beatnik, à toute cette culture contestataire, et le LSD est associé à ça. Donc c'est vraiment pour des raisons idéologiques, parce qu'il n'y avait pas grand monde en vérité dans les années 60 en France qui consommait du LSD. Et d'ailleurs, il y a eu, je crois que c'est pas loin derrière moi, j'arrête pas de me retourner, oui. Je voudrais rendre hommage quand même à ces gens-là, là, le collectif Mandala, qui a Ok. sorti ce bouquin, donc ça doit être dans les années 70. Voilà, achevé d'imprimer en 74, qui explique que bah non, c'était une mauvaise idée d'interdire le LSD quand on s'intéresse vraiment au problème, à la question, pardon, parce que c'est moins un problème que voilà, un sujet passionnant. On se rend compte que c'était vraiment stupide de l'interdire et d'avoir cette réaction réactionnaire, si je peux jouer sur les mots comme ça. Donc, respect au collectif Mandala. Euh, et ça, Bah, je le mettrai aussi en description de la vidéo, évidemment, si certains souhaitent faire l'acquisition du bouquin. Mais du coup, en fait, toi, t'associes plus ça à une ignorance qu'à un contrôle de la population. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même cette espèce de... Il y a quand même ce côté un peu... euh, moi, je dis non, mais souvent vraiment, retrouver ce qui est un peu de souverain en s'ils soi, et ce, s'inquiétaient que peu importe les quelque législations. chose prenne le compte, enfin, je sais pas, le rôle des réseaux sociaux, de Facebook dans le contrôle de nos vies, s'ils Ah s'inquiétaient bah, vraiment de qui prend le on contrôle essaye quand même sur beaucoup de nos vies, ils contrôler ça. s'inquiéteraient peut-être de la captation de notre attention par les réseaux sociaux. Non, mais si ça s'insère dans une structure économique qui est profitable, on va dire, aux entreprises les plus importantes, peut-être que dans ces conditions-là, ça passe. Dans le cas, par exemple, des exemples que tu prends, il y a quand même une structure économique qui marche avec cette captation de l'attention-là. Non, mais en France, donc ça a été interdit en 66, ils n'y connaissaient rien. Euh, Il y avait personne qui comprenait. Les médecins eux-mêmes n'ont pas bien compris les tenants les aboutissants, puisqu'ils n'ont pas réussi à en faire des outils thérapeutiques, des médicaments, quoi, pour le dire normalement. Donc c'est vraiment l'ignorance et des raisons historiques, contingentes. Bêtise, manque d'intérêt, culture globalement défavorable, quoi. Ce serait, Voilà, donc je voudrais pas dire bêtises, parce que on peut être ignorant et intelligent, quoi. Et puis ils étaient très ouais. performants sur d'autres secteurs, mais là-dessus, ignorance crasse, quoi. Oui, oui. Et puis, il manque Ok. d'ouverture d'esprit aussi, quoi.
C'est fou, en fait. Bah, évidemment, ils en ont pas pris. Ouais, par exemple, quand le tabac est arrivé en Europe, ça faisait scandale aussi, les gens qui fumaient ou qui prisaient. Le chocolat, le thé, euh, le café. C'était mal vu. Alors, il y avait des petits cercles d'amateurs de café qui sont un petit peu comme les cercles d'amateurs d'ayahuasca, avec un certain snobisme. On se retrouve entre nous, on est différent des autres, il faut le faire pour être dans le coup. Bah, c'était pareil avec le café, Hmm. en fait. Donc, et le café aussi, je crois, on avait conseillé au pape Clément VII ou 8, je ne sais plus, vous vérifierez sur Wikipédia, il faut interdire le café. Donc, on a cette espèce de méfiance, je dis nous, disons, apparemment les peuples d'Europe de l'Ouest, avec les ivresses ou les modifications de l'état cognitif par des substances, on a cette espèce de méfiance de tout ce qui vient d'ailleurs, quoi. Donc il faut apprendre à les connaître, à les domestiquer. Ça prend un certain temps. Maintenant, sur quel lieu de travail il n'y a pas une cafetière? Voilà, ça a pris quelques siècles. Donc bon, bah, pour ceux qui attendent ça avec trop d'impatience, on peut se cryogéniser et se faire décongeler dans quelques siècles. Si on a réussi à faire face à la catastrophe climatique et à l'effondrement de la biodiversité, bah peut-être que les psychédéliques seront enfin intégrés dans la société de telle sorte que on puisse profiter de cette ressource merveilleuse.